Bien, bonjour à toutes et à tous. Installez-vous, prenez le temps de prendre place et de vous mettre à l'aise. Je suis très content de revenir dans cette salle pile un an après avoir fait un point déjà avec vous sur la révolution digitale. D'ailleurs, je reconnais certaines têtes et puis j'en vois surtout plein de nouvelles, donc c'est une très bonne chose. L'expérience n'en sera que plus enrichissante. Oui, pardon, juste avant de commencer, je vais vous dire deux mots sur qui je suis, pourquoi je viens vous voir 40 minutes ce matin. Moi, je m'appelle Cyril Chaudois, je m'occupe de l'innovation dans une très belle boîte nantaise qui existe depuis plus de 30 ans, qui s'appelle The Links, que vous voyez ici. Et la mission de The Links, en deux mots, c'est d'accompagner les entreprises dans leur stratégie de marque face à un client qui a radicalement changé avec ce que l'on appelle l'omnicanal, et donc le fruit de cette fameuse transformation digitale. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va parler du commerce de demain. Ça tombe bien parce que c'est un sujet que j'aime bien. Et quand j'aime bien les sujets, je suis très bavard, je compte sur toi pour me couper à la bonne heure, quoi. Voilà, on peut arrêter maintenant ? Merci. Merci beaucoup, merci d'être venu. À très bientôt. Prends ton temps et ok, il y a tout ce qu'il faut. Donc, je souhaitais commencer par cette petite vidéo et donc commencer là où je m'étais arrêté finalement l'an dernier, c'est-à-dire cette fameuse révolution digitale, puisque le point de départ de la question du commerce de demain, c'est déjà d'avoir une vision du monde d'aujourd'hui. Et il se trouve que notre monde aujourd'hui a considérablement changé. Alors évidemment, vous qui êtes au Web Today et qui pour certains êtes même des habitués, vous le savez, mais ce monde a vraiment beaucoup changé et notre consommateur, à l'image de ce petit film, lui aussi a beaucoup changé avec les différentes technologies numériques et on en a eu déjà quelques aperçus juste un instant avec Facebook, entre autres. Il a énormément changé dans son rapport au monde, son rapport aux choses, son rapport à la communication, à l'information, et puis évidemment son rapport aussi à l'acte d'achat et donc, in fine, au commerce, aux marques et aux entreprises. Et si on se concentre donc maintenant sur le commerce en tant que tel, ça fait déjà plus de 15 ans, alors les plus jeunes d'entre vous qui sont dans la salle s'en souviendront probablement pas, mais il y a plus de 15 ans, avec l'arrivée finalement du web grand public, depuis 15 ans, on vit un mouvement de balancier. Il y a donc plus de 15 ans, le mot d'ordre c'était le drive to web. Drive to Web, c'était les premières marques qui commençaient à avoir un site web, qui commençaient également à supprimer leur logo sur leur packaging pour privilégier l'adresse URL de leur site. À l'époque, d'ailleurs, elles ne savaient pas forcément très bien ce qu'elles allaient mettre sur ce site. Et c'était le Drive to Web. La mission, c'était de renvoyer du monde vers le web parce qu'on sentait bien qu'il allait se passer quelque chose. Et puis, petit à petit, ces sites qui étaient relativement vides ou plats à l'époque se sont étoffés et sont devenus, pour certains, des sites marchands, pour ceux qui avaient quelque chose à vendre en tout cas. Et lorsque ce sont devenus des sites marchands, évidemment, ils ont commencé à vendre, heureusement pour eux. Et puis, ça a posé d'autres problèmes. On s'est rendu compte que potentiellement, ça prenait des parts de marché au commerce physique de ces enseignes. Ça créait même des tensions en interne au niveau des ressources humaines avec des vendeurs en magasin qui n'étaient pas incentivés de la même manière que la cellule digitale. Et donc, c'était quasiment un magasin supplémentaire. Et donc, ça a posé donc, de nouveaux problèmes. Et on s'est dit... tiens, comment réagit véritablement le consommateur ? Et le consommateur, on s'est rendu compte qu'il allait d'abord sur le web pour se renseigner, et puis il allait quand même en magasin pour acheter. Donc, du web to store, ce fameux phénomène ROPO que connaissent bien les marketeurs, ROPO pour Research Online, Purchase Offline. Donc, on a fait du drive to web, on s'est rendu compte que le client naturellement faisait du web to store, et puis une fois qu'il était en magasin, plus récemment, on s'est rendu compte qu'il venait pour toucher le produit, pour voir si ça lui convenait parfaitement. En revanche, il finalisait pas son acte d'achat dans le magasin, il repartait, il achetait sur le web. Et donc là, c'est le fameux phénomène de showrooming, donc in fine du store to web. Alors pour y parer, on s'est dit on va mettre du web dans le magasin. Donc on a commencé à parler de digitalisation du point de vente, à mettre des écrans un petit peu partout, des bornes interactives, des tablettes dans les mains des vendeurs. Et donc on a réimporté du web dans le magasin. Donc vous voyez bien depuis 15 ans un mouvement de balancier, drive to web, web to store, store to web, web in store. Bref, on a pensé pendant 15 ans Canal. On a pensé pendant 15 ans là où on imagine que notre client va
pour acheter. On a pensé outils. Et fondamentalement, on s'est trompé de combat, on s'est trompé de questions. Et en 2015, on a une révélation qui paraît assez improbable, mais on a une révélation, c'est que c'est pas une question de canal, c'est pas une question de web, c'est pas une question de digital ou de monde physique, mais c'est bien la fusion des deux. Et la vraie question en fait, qu'il faut se poser, c'est la question du commerce en tant que tel. Et revenir aux racines du commerce, c'est déjà s'interroger sur d'où ça vient et ce que ça veut dire le commerce. Alors, commerce, commercium en latin, étymologiquement, c'est cum plus merx. Et cum, c'est avec, merx, c'est marchandise. Et donc on voit bien, si on s'arrête 2 secondes sur le avec, que par définition, le commerce implique déjà une notion d'échange. D'échange pas uniquement avec une marchandise, mais d'échanges au pluriel et notamment d'échanges sociaux. La valeur du commerce va bien au-delà de la réalité économique, mais implique véritablement une création et un partage de liens sociaux, parce qu'on en tire une certaine satisfaction et un certain plaisir de partager avec un autre être humain, que ce soit le vendeur ou d'autres clients. Donc fondamentalement, la vraie question à se poser, c'est pas où se trouve mon client en 2000 et puis maintenant en 2015, c'est plutôt qu'est-ce que le commerce et que vient chercher un client lorsqu'il fait un acte d'achat et lorsqu'il me fait le plaisir de venir acheter chez moi. Or, depuis la révolution industrielle, notre héritage, c'est la standardisation. La révolution industrielle, on le sait, nous a permis de produire plus, mieux, plus rapidement en tout cas, et donc en masse, et ça a donné naissance à la consommation de masse et donc forcément au commerce de masse. Et qui dit masse dit nécessairement standardisation. Alors standardisation des produits. Vous savez que vous connaissez probablement la célèbre phrase d'Henry Ford qui disait chez nous il y a toutes les couleurs sur tout le noir, parce qu'évidemment la Ford T était uniquement noire. Et ça a été pendant presque un siècle l'ère de la taille unique, la standardisation du produit. À l'image d'un rayon en grande surface, ici des boîtes de sardines, mais vous pouvez prendre n'importe quel rayon, ça marche aussi. Et la standardisation du produit, malheureusement, a aussi provoqué une standardisation de l'expérience client, puisqu'on retrouve exactement la même façon de vendre quasiment dans tous les magasins, et il n'y a pas véritablement d'aspérité. Et ça perd complètement le client. Donc, première étape, le commerce de proximité tel qu'il s'est créé, donc la relation de proximité, puis révolution industrielle, standardisation du produit, standardisation du commerce, et puis plus récemment, donc depuis à peu près 15 ans, un grand pas vers la dématérialisation. Là, on est dans les entrepôts d'Amazon, puisque donc on achète derrière son écran, et aujourd'hui, la relation, elle se fait plutôt entre le type qui est dans les entrepôts et les robots qui lui apportent les produits à empaqueter. Et donc une certaine forme de dématérialisation, une forme de clusterisation aussi de l'individu, du consommateur qui est chez lui et qui est compartimenté dans un certain type d'achat, puisque vous savez que c'est Amazon qui a inventé si vous avez aimé ceci, vous aimerez probablement cela. Donc voilà un petit peu l'évolution très caricaturale du commerce ces dernières décennies. Et donc on pourrait se dire que finalement tout a changé dans le commerce. Tout a changé parce qu'effectivement le e-commerce prend de plus en plus de parts de marché depuis 15 ans, inquiète les retailers physiques, parce que notre client a changé sa façon d'acheter. Et pour autant, en réalité, rien n'a changé. Rien n'a changé parce que le e-commerce, dans ce que l'on appelle le commerce de détail, ça ne représente aujourd'hui que 10% des parts de marché. 10% uniquement. Donc c'est beaucoup et c'est extrêmement peu à la fois. Ça laisse la place au monde physique, évidemment. Et pourquoi on continue d'aller dans le monde physique? Pourquoi on continue d'aller dans des boutiques? Parce qu'on va y chercher autre chose que l'on ne peut pas trouver sur le web. On trouve un certain nombre d'avantages à se renseigner puis à acheter sur le digital, mais on trouve encore plus d'avantages à se rendre dans le monde physique pour acheter, notamment parce qu'on vit une expérience avec le produit, avec les gens, avec le contexte, l'environnement que nous procure le magasin. Donc le problème, c'est ce fameux client omnicanal qu'on a de plus en plus de mal à attraper quand on est une marque ou quand on est dans le conseil en marketing, en communication, parce qu'on ne sait plus vraiment comment il fonctionne, parce qu'il passe d'un canal à l'autre très allègrement, et puis parce que les points de contact entre lui et l'entreprise, entre lui et le commerce, se sont multipliés par 5 ces 10 dernières années. Aujourd'hui, en moyenne, dans l'ensemble d'un parcours d'achat du consommateur, il utilise 10 canaux différents pour aboutir à l'achat.
entre le moment où il ressent un besoin et le moment où il a acheté, il s'est passé plein d'étapes entre-temps, il s'est renseigné sur les produits, sur les fournisseurs, etc. Il a négocié les prix, en tout cas, bref, il y a tout un parcours qui est très long. Eh bien, en moyenne, il utilise 10 canaux. Donc c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de savoir faire du commerce pour procurer, je dirais, une bonne expérience au client. Et le dénominateur commun à ce client omnicanal et à tous ses clients, parce qu'il y a quasiment autant de parcours d'achat qu'il y a de clients, son dénominateur commun, c'est le mobile, c'est le smartphone. Et je sais qu'on en a parlé précédemment, notamment avec Facebook, encore une fois. C'est véritablement le dénominateur commun parce que votre client s'est digitalisé et il attend que votre commerce, votre magasin se digitalise aussi. Et celui qui a digitalisé le premier son magasin, eh bien, c'est le client qui l'a fait, parce qu'il est arrivé un jour en boutique avec son smartphone dans la poche, puisqu'on a tous notre smartphone soit dans la main, soit dans la poche. Et dans la boutique, il a commencé à comparer les prix, à prendre en photo les produits, les envoyer sur les médias sociaux pour demander leur avis assez proche. Donc, fondamentalement, le client nous a amené vers cette fusion du meilleur des deux mondes, le meilleur du monde digital qu'il a dans la main, et le meilleur du monde physique, parce que malgré tout, il a le smartphone dans la main, mais dans la boutique. Et c'est ce qui fait que, précisément, d'où cette image, le smartphone peut être un déclencheur d'achat, si l'expérience est bonne, ou être une arme quasiment de destruction massive, maintenant, pour certaines enseignes, qui ne seraient pas là où le client les attend. Mais là encore, si on ne raisonnait que smartphone et que outils, on serait dans l'erreur. Notamment parce que, évidemment, ce que l'on vit depuis plus de 15 ans, c'est un phénomène d'accélération du progrès technologique et des innovations technologiques et des nouveaux outils. Là, vous connaissez probablement cette courbe de Gartner, la Hype Cycle, qui nous explique finalement où en sont les niveaux de maturité des différents devices et des différentes technos pour savoir s'il est temps d'investir sur ces technos ou pas. Et donc vous voyez bien sur cette courbe qu'on a énormément d'outils. Alors d'ici, j'arrive pas à tout lire, mais vous voyez où en est le Quantified Self, où en est le Big Data, où en sont les technologies sans contact comme la NFC, etc. Mais enfin, juste cette illustration pour vous montrer la quantité de nouveaux outils qui arrivent sur le marché, qui sont issus du digital et qui sont là pour créer de nouveaux contacts et de nouvelles façons d'interagir entre le client et la marque. Donc si on s'en arrêtait à l'outil, forcément ce ne serait pas une bonne solution puisqu'on serait très très vite dépassé. Et c'est ce sentiment un peu de vertige qu'on partage tous, à se dire ok, c'est cool le digital, le progrès technologique c'est bien, mais ça va tellement vite que je ne sais jamais sur quel techno il faut miser, sur quel soft, sur quel hardware, sur quel device, parce qu'à peine j'ai choisi, je suis tout de suite dépassé. Mais précisément parce que ce n'est pas ça la question. La question à se poser d'abord, c'est comment a changé mon client, pourquoi il a changé, qu'est-ce qu'il attend, et après, ma foi, il y a une boîte à outils qui s'offre à nous, et c'est super, il n'y a plus qu'à les piocher dans ces outils, et les renouveler quand les technos changent et évoluent, mais le point de départ, ça n'est pas l'outil, c'est vraiment le consommateur. Donc la vraie question, en tout cas le vrai challenge, c'est changer de mindset. On a tous un cerveau gauche et un cerveau droit, et tout ça, ça fait un cerveau unifié, cohérent. Alors on est bien souvent... nous disent les psys, soit un peu plus gauche, soit un peu plus droite, on est un peu plus porté sur la raison ou sur la passion. Et là, en fait, notre consommateur, ce qu'il nous dit, c'est que lui, il veut vivre des expériences, il veut qu'on fasse appel à ses sens, il veut vivre des émotions quand il est dans l'acte d'achat et surtout quand il est dans la vraie vie. Et pour autant, il utilise des outils, disons, rationnels, que sont les outils technologiques, et notamment le smartphone, pour avoir plus de simplicité, plus de rapidité dans le choix, plus de choix, pardon, et puis des émotions, parce qu'il veut que ses sens soient mis en éveil, et qu'il n'ait pas l'impression d'être simplement un numéro qui vient acheter le même produit que les autres. Donc pour donner du goût à l'expérience d'achat, il faut véritablement mixer, fusionner, mélanger ce meilleur du monde digital et ce meilleur du monde physique. Et il se trouve que là, pour le coup, une fois qu'on a compris ça, et une fois que l'on a commencé à imaginer sa stratégie à l'aune de cette vérité, eh bien, là, on a énormément de chance parce que, oui, on vit une époque assez extraordinaire, flippante à certains moments, mais extrêmement réjouissante à d'autres, parce que c'est l'alignement des planètes. Aujourd'hui, la technologie est là, elle est au point, elle est prête. Concrètement,
Le hardware et le software se sont améliorés, sont beaucoup plus accessibles à la fois en termes de coûts et en termes d'appropriation aussi pour inventer de nouvelles choses. Et la connectivité s'est améliorée. 3G, 4G, 5G, le Wi-Fi partout, les technologies sans contact qui permettent d'unifier l'ensemble des machines en termes de connectivité. Donc un meilleur hardware, un meilleur software et une meilleure connectivité. Ensuite, c'est beaucoup plus facile de prototyper aujourd'hui. Vous avez tous entendu parler de Fab Lab, les imprimantes 3D. Donc on peut prototyper beaucoup plus facilement, à moindre coût et à moindre risque. Et même pour la production, c'est beaucoup plus facile d'industrialiser après la production de son produit ou son objet connecté, par exemple. La propagation également. La propagation de ces nouvelles technologies, si on est plutôt sur le soft là avec des applis, tout le monde est équipé d'un mobile, d'un smartphone, d'une tablette. La propagation se comprend aussi par le bouche à oreille qui est favorisé par les médias sociaux. Bref, une chambre d'écho extraordinaire pour très très rapidement faire décoller son produit et ses innovations. Et puis, des initiatives qui arrivent de plus en plus en nombre, favorisées par un abaissement du niveau de risque, notamment lié au crowdfunding. Aujourd'hui, il n'est plus forcément nécessaire d'aller d'abord convaincre des investisseurs, je dirais, institutionnels. On peut déjà commencer à faire soit de la love money, soit un peu de crowdfunding pour pouvoir justement lancer son prototype et voir si ça fonctionne auprès des clients. Et donc tout ça pour dire que cette technologie, cette révolution technologique qui nous permet d'imaginer un commerce différent, c'est pas nouveau, parce que depuis la nuit des temps, le commerce n'a cessé d'évoluer grâce à des innovations de rupture. Il y a eu le troc, ensuite les coquillages, les pièces de monnaie ont remplacé les coquillages, et puis la roue, l'invention de la roue comment dire, cerclée de métal par les Gaulois, les voies romaines qui ont permis de faire du commerce beaucoup plus, je dirais, vaste et d'accéder à des produits auxquels on n'avait pas accès auparavant. L'écriture, les chèques ont transformé le commerce, la carte bleue, enfin la carte bancaire, évidemment, a transformé le commerce. Les codes barres ont transformé le commerce d'un point de vue logistique. Bref, c'est pas nouveau. Il ne faut pas qu'on ait peur de cette transformation du commerce grâce aux nouvelles technologies. On est habitué à ça et le commerce a besoin d'évoluer. D'ailleurs, la réalité rattrape la science-fiction. Je vous ai mis un petit bit.ly ici pour récupérer cette infographie qui est plutôt sympa, où on fait le parallèle entre les différents romans et films d'anticipation, leur date, et la réalité aujourd'hui avec les technologies qui sont déjà sur le marché et qui fonctionnent. Et donc, tout ça pour dire que la réalité a rattrapé la fiction. Ouais, je ne suis pas trop en retard, ça. Et que précisément, si on prend des films comme Minority Report, où lorsqu'il se balade dans le métro, les affiches lui proposent des produits tout à fait adaptés à lui et lui proposent d'acheter directement, ou lorsqu'il rentre chez Gap et qu'on le reconnaît, bon là grâce à une reconnaissance, un système de reconnaissance rétinienne, et qu'on lui propose des nouveaux produits par rapport à ce qu'il a acheté, tout ça c'était de la science-fiction. Aujourd'hui c'est possible avec notamment les technologies sans contact. Alors justement, je vous propose de fermer les yeux. Voilà, alors vous allez fermer les yeux, vous allez vous laisser guider par ma voix et on va faire un cours de sophrologie. Non, pas du tout. Même ceux qui sont debout, vous pouvez fermer vos yeux, vous aurez 2 fois plus de mérite que les autres. Mais simplement fermez les yeux et imaginez. Vous êtes allongé dans votre lit, c'est le petit matin, votre réveil sonne et la façon de vous réveiller, c'est un message qui vous confirme que l'article que vous avez commandé hier soir sur le site internet est disponible à partir de midi et vous pouvez le récupérer soit dans la boutique la plus proche de chez vous, soit vous le faire livrer là où vous souhaitez. Vous acceptez et vous décidez de vous faire livrer dans la boutique la plus proche de votre maison de location que vous avez choisie sur Airbnb la semaine dernière, puisque vous partez en vacances. Vous prenez votre petit déjeuner, vous vous rendez compte que la bouteille de jus d'orange est quasiment vide, et automatiquement, votre application mobile favorite de courses vous propose de l'ajouter à la liste des courses. Vous validez et vous en profitez pour scanner quelques autres produits dans la cuisine qui vont bientôt vous manquer pour les ajouter à votre liste de courses. Vous vous habillez, vous êtes face à votre miroir. Votre miroir est un miroir intelligent et il va vous proposer, en fonction de ce que vous avez dans votre dressing, les tenues qui seront les plus appropriées aujourd'hui en fonction de la météo à laquelle il est raccordé, mais aussi en fonction de votre humeur, que vous allez renseigner simplement par un système de smiley, content, pas content. Et en passant, il va vous proposer des nouveautés, des accessoires, de nouveaux vêtements
et vous décidez d'acheter un nouvel article justement pour vos vacances. Vous partez au travail. Sur le chemin, vous croisez une boulangerie. Elle vous envoie un message en vous disant que le boulanger vient de sortir la fournée de pain au chocolat. Vous rentrez dans cette boulangerie, vous êtes un habitué, vous avez la carte de fidélité. On vous reconnaît immédiatement quand vous rentrez dans la boulangerie et on sait qu'on est vendredi et que le vendredi vous avez l'habitude d'acheter des chouquettes parce que vous avez réunion et que vous aimez bien faire plaisir à vos collègues. Alors on vous propose par défaut tout de suite des chouquettes avec votre pain au chocolat. Vous dites oui ou non, vous dites oui. Et puis comme vous êtes un client fidèle, vous avez une caisse qui est dédiée, vous allez retirer vos articles, vous sortez même pas votre carte bancaire, vous êtes automatiquement débité via votre appli smartphone, ce qui fait que ça va beaucoup plus vite. Et comme vous avez gagné beaucoup de temps aujourd'hui, ça vous permet de faire un petit crochet par votre banque. Ce n'était pas prévu, donc votre conseiller clientèle ne vous attendait pas. Mais là encore, vous êtes reconnu via votre appli smartphone de la banque. Et donc lui qui est en clientèle, il a une alerte. Il répond en disant j'en ai pour 5 minutes, j'arrive. Vous, pendant ce temps, vous allez sur une table tactile, vous posez votre carte bancaire, ça vous reconnaît et ça vous permet de consulter les news auxquelles vous êtes abonné grâce à votre banque. Et puis vous en profitez aussi pour lire le compte-rendu de votre dernière réunion avec votre conseiller. Vous faites ce que vous avez à faire avec votre conseiller, vous terminez, signature électronique, ça va plus vite. Vous allez au boulot, il est midi, vous commencez à avoir faim, vous êtes en réunion, vous recevez un Snapchat de votre restaurant de bagel favori qui vous montre en vidéo la recette du jour. Vous dites tiens, il a l'air plutôt sympa, et puis je ne vais pas avoir le temps de me manger ce midi, donc vous l'achetez et vous êtes livré 30 minutes après. Dans l'après-midi, vous recevez un message de Caroline, l'hôte de Airbnb, qui vous confirme qu'elle sera bien présente à 20h pour la remise des clés, et puis un SMS de Voyage SNCF pour vous rappeler vos informations voyageurs. Vous partez, vous passez par un fleuriste qui en fait se trouve être un point relais de votre marque de fringues favorite, et vous avez un jean à rendre. Et vous pouvez rendre ce jean chez le fleuriste qui est ce point relais et qui repartira directement chez l'enseigne après. Vous en profitez pour acheter un bouquet de fleurs pour votre chérie. Vous arrivez sur le quai de la gare que votre appli TGV vous a indiqué. Et puis vous consultez une dernière fois Twitter avant de vous déconnecter. Et vous avez en DM un message qui vous confirme que l'article que vous avez acheté ce matin est déjà disponible dans la boutique à côté de la maison que vous avez louée. Voilà. Voilà, vous pouvez réouvrir les yeux. Ceci n'est pas un rêve, ceci est déjà la réalité. Voilà le commerce de demain. Voilà l'expérience client que tout un chacun commence déjà à vivre aujourd'hui. Uber a signé un deal avec une marque de burgers qui s'appelle Upper à Bordeaux et se teste à la livraison de burgers. Donc c'est Uber, je vous le rappelle, ce sont des taxis à la base, enfin des VTC. La caisse d'épargne de Metz a complètement réinventé l'agence bancaire. Là, je vous ai juste mis l'exemple de la table tactile dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez une liste des annonceurs qui utilisent Snapchat et qui, aujourd'hui, sur la plupart des médias sociaux, on peut faire du social commerce également. Donc, on ne quitte pas l'écosystème dans lequel on est en tant que client et on a la capacité d'acheter. Puis là, vous avez un exemple de miroir intelligent dont je parlais chez Rebecca Minkoff. Et c'est eBay qui met au point ces miroirs intelligents qui vous permettent directement dans la cabine de choisir les vêtements. Quelqu'un se charge de les mettre dans un petit panier, vous les apporte dans la cabine, vous n'avez pas besoin de faire le tour de la boutique. Et puis vous pouvez aussi régler l'éclairage, jour, soirée, etc., pour voir si ça vous va bien. Bref, on pourrait parler des heures des outils technologiques qui permettent le sans contact avec les beacons, mais tout ça, vous allez en voir pendant 3 jours au Web Today. Donc je n'étais pas là pour vous parler des outils, mais plutôt de la philosophie de fond. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est réussir à passer des solutions. Toutes ces briques existent déjà. Combien d'éditeurs de logiciels ? Combien de vendeurs de beacons, combien de développeurs d'applis mobiles, combien de réseaux sociaux qui fonctionnent. Bref, des solutions, des briques, il y en a plein et il y en a partout. En revanche, il faut réussir à passer de ces briques, passer de ces solutions qui sont désormais de l'ordinaire, en quelque sorte, à l'extraordinaire. C'est-à-dire proposer une expérience extraordinaire au pied de la lettre, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire à vos clients. Parce que vous ne pouvez pas vous contenter d'aller piocher dans ces briques, sans trop savoir d'ailleurs si elles sont faites pour vous, et de les mettre en place. Il ne s'agit pas de mettre du digital dans votre magasin pour être digital et pour raconter quelque chose de nouveau à votre client. Il faut repartir du client et de son parcours d'achat pour savoir quelle expérience client lui proposer. L'expérience client, c'est vraiment le maître mot. Et en ce sens, il faut réussir à s'inspirer de ce que font les GAFA. Vous savez, les Google, Amazon, Facebook, Apple. Les GAFA, en fait, ils accordent de l'importance
à tous leurs segments de clients, y compris ceux qui ne payent pas, ceux qui n'achètent pas. Vous voyez, là, vous avez 3 cercles concentriques. Pour eux, tout le monde a de la valeur. Celui qui simplement vous écoute, vous connaît et avec qui vous êtes dans une sorte de relation relativement faible, il commence déjà à avoir de la valeur parce que vous allez pouvoir essayer de le transformer petit à petit, le faire rentrer dans le noyau, vous voyez, de ce cercle. Le deuxième cercle, ce sont ceux qui ont déjà interagi avec vous un peu plus structurellement et par exemple vos fans sur Facebook, mais qui ne sont peut-être pas encore des acheteurs. Mais eux aussi, ils les travaillent d'une façon bien particulière. Et puis évidemment, après, vous avez vos clients, ceux qui payent, et eux également, il faut les adresser d'une façon différente. C'est ce qu'on appelle être customer-centric. Et évidemment, c'est une stratégie payante dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que c'est une stratégie, c'est donc un investissement. Et là, on en a la preuve. Regardez les GAFA, ils mettent à disposition proportionnellement plus de leur cash flow dans les investissements qui permettent de proposer une expérience client plus forte, du matériel, de la formation, bref, des investissements pour l'expérience client. Ils en mettent beaucoup plus que leurs homologues dans le monde physique. Alors là, on a la comparaison entre Amazon et Walmart, entre Apple et Microsoft, donc 2 boîtes du digital. Là, en l'occurrence, on a l'impression qu'Apple est un petit peu en dessous. En fait, comme ils font 2 fois plus de cash flow que Microsoft, ça tasse un petit peu la barre. Google par rapport au réseau de communication Omnicom, etc., etc. Bref, c'est une stratégie payante parce que c'est un investissement, mais c'est payant puisqu'on connaît bien le succès des GAFA. Et ça nous dit que la pub, c'est fini. La pub, c'est terminé. Et en tout cas, telle qu'on l'a connue jusqu'à présent. Et c'est même Ad Age, qui est une revue américaine très très renommée, très réputée dans le métier de la communication, qui le disait déjà en 2009, et qui disait que l'expérience devient la nouvelle forme de publicité. C'est ça qui va fonctionner, et plus la pub comme autrefois. Regardez Times Square. Quand on va à Times Square, on vit véritablement une expérience. Tous nos sens sont en éveil. La vue, parce qu'évidemment Times Square, c'est d'abord la lumière, les sons de la rue, les sons des passants, les sons des artistes de rue, les odeurs, les food trucks, etc. Bref, on vit une expérience. Et quand on repart, et étonnamment, cette expérience, notamment pour les lumières, elle est plutôt sponsorisée, entre guillemets, par les marques, puisque ce sont elles qui utilisent ces écrans et qui nous bombardent de leurs messages publicitaires. Mais quand on repart de Times Square et quand on rentre chez soi, on se souvient de Times Square, on se souvient de l'expérience qu'on a vécue, on se souvient des lumières qu'on a vues, des sons, des odeurs. C'est un peu la Madeleine de Proust. En revanche, est-ce qu'on se souvient des marques qui étaient présentes sur ces panneaux lumineux, qui ont contribué finalement à cette expérience, mais je dirais de façon très très faible, en nous poussant simplement leur logo? Non, on s'en souvient pas. On se souvient de Times Square, mais on se souvient pas des marques. Cyril, il nous reste 15 minutes. Parfait. Super. Donc il est évidemment important de changer sa vision du monde, qui jusqu'à présent était centrée sur le produit et sur ce que l'on imaginait en tant que marque, en tant que commerçant, devoir faire pour vendre son produit. On doit passer d'une forme de product management à une forme de client management. C'est-à-dire on ne doit plus partir des catégories de produits et imaginer combien de produits je vais vendre dans cette catégorie fois un prix, mais plutôt, comme les GAFA, partir d'un segment de population, voir quelle est la valeur de ce segment de population, y compris ceux qui ne payent pas, je le rappelle, et la quantité de cette population, et voir ce que je peux apporter comme valeur moi-même, comme service supplémentaire, comme utilité, pour pouvoir les convertir petit à petit en clients. Sinon, ce qui risque de se passer, c'est que ce client, il disparaît. Il ne disparaît pas physiquement, mais il disparaît de nos radars, puisque souvenez-vous que le parcours d'achat du client est devenu extrêmement complexe et qu'on ne sait plus du tout où le toucher, a fortiori avec des moyens marketing et publicitaires du XXe siècle. Alors en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est donc de vous rappeler que tout a changé, surtout notre client, mais rien n'a changé parce qu'au fond de lui, son rapport au commerce reste le même. Il veut vivre une expérience. Pourquoi vous plutôt qu'un autre? Pourquoi se lever de son canapé pour aller dans votre commerce alors qu'on a des milliers de sites de e-commerce à portée de clic de chez soi? Parce qu'il y a une expérience à vivre. À vous de trouver laquelle en fonction de votre client
pour pouvoir lui donner envie, lui donner raison de se déplacer, de faire cet effort-là. De la roue à l'IoT, on n'a jamais cessé d'innover et on n'a jamais cessé d'inventer de nouveaux outils qui permettent de meilleurs échanges, de meilleures relations, de meilleures interactions humaines, un plus grand confort, plus grande facilité, fluidité, rapidité. Donc, ce n'est pas un problème. L'outil n'est pas un problème. N'ayez pas peur de l'IoT et de tout ce qui semble être de la science-fiction, alors que c'est de la réalité et que ce ne sont simplement des outils qui vont vous permettre d'aller plus loin et plus vite avec votre client. Mais pour cela, il faut réussir à faire l'amalgame du meilleur des deux mondes. Le meilleur du monde digital, encore une fois, la profondeur de choix, la rapidité, la simplicité, et le meilleur du monde physique, l'expérience utilisateur. L'expérience client, justement, qui est le maître mot par rapport à la pub, dont plus personne ne veut, cette pub interruptive qui n'est pas souhaitée. Alors oui, sur le digital, la pub s'est améliorée, puisqu'on fait du ciblage comportemental, on l'a vu tout à l'heure avec Make Me Rich et Facebook, on peut adresser uniquement les personnes qui sont censées être concernées par le produit, donc ce fameux Graal du marketeur, le bon message à la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, effectivement. Mais sachez que c'est également possible dans la vie physique, puisque si vous avez une base de clients et que vous l'adressez déjà sur le digital, via mobile, via le web, les techniques classiques d'emailing, etc., lorsqu'il vient dans votre magasin, si vous avez les bonnes technos, une appli smartphone par exemple et du beacon en magasin, vous êtes en capacité de le suivre, de savoir qu'il est venu et que votre opération marketing du début a fonctionné. Et si vous êtes capable aussi de raccorder ça à votre système de caisse, vous savez même s'il a acheté. Et s'il n'a pas acheté, vous êtes capable de le retargeter après quand il est reparti chez lui, donc de nouveau sur le web. Ça, c'est possible dans la vraie vie. Tout ce qui est permis par le digital, notamment l'A/B testing, vous pouvez aussi le faire grâce à ces nouvelles technologies dans le monde physique, pour votre merchandising, pour la sortie de nouvelles collections, pour vos actions de communication. Et donc, on est entré dans l'ère de l'omnicanal, ce client qui utilise tous les canaux, ou en tout cas plusieurs canaux à la fois tout au long de son parcours d'achat, 10 en moyenne, rappelez-vous-en. Quelques conseils, puisque c'est quand même le métier de The Links, que je vous le disais en préambule, d'accompagner ses clients. On ne fait pas que diagnostiquer, on apporte aussi des conseils. Donnez plus d'autonomie et de choix à votre client dans le monde physique. Il a acquis cette autonomie sur le web, il est seul derrière son écran, et il fait ce qu'il veut, et l'expérience utilisateur a été pensée pour l'aider à être autonome, et il a une profondeur de choix qu'il n'a pas toujours dans le monde physique. Pensez reconnaissance et personnalisation. Reconnaissance, c'est personne n'a envie d'être un numéro. Personne n'a envie d'être un segment de population, un 25-34 CSP+, urbain. Voilà. Personne n'a envie de ça. Quand il rentre dans votre magasin, si vous êtes en capacité de le reconnaître parce qu'il est porteur de votre carte de feed ou d'une application smartphone et que vous pouvez lui adresser tout de suite la meilleure offre ou ne serait-ce que l'accueillir avec le sourire et en l'appelant par son nom, il sait qu'il est reconnu parce que c'est un client fidèle. Et étonnamment, c'est la technologie, vous voyez, qui nous permet de recréer des échanges et des liens extrêmement proches qui sont la racine même du commerce de proximité. Alors qu'on a énormément de clients aujourd'hui et des vendeurs qui changent tout le temps, eh bien, la proximité aujourd'hui passe par la data et par la technologie. Plus de rapidité et plus de simplicité, c'est quand même l'ADN du digital, eh bien ça, vous pouvez l'exporter aussi dans le monde physique. Et puis, étonné parce qu'il n'a tellement pas été étonné depuis des années par le monde physique et par le commerce physique, que c'est pour ça qu'il en est déçu et qu'il a plutôt tendance à aller voir ailleurs. Étonnez-le, et pour l'étonner, il faut bien le connaître. Si vous voulez étonner votre chérie, je pense que ça marche mieux si vous connaissez bien la personne qui est en face. Le dernier conseil, et il ne faut pas l'oublier dans le monde physique, c'est donner les mêmes armes à vos vendeurs que ceux de vos clients. Parce que vos vendeurs, ils sont complètement largués face à un client qui a l'impression d'en savoir plus qu'eux, et bien souvent, c'est la vérité, puisqu'il s'est renseigné d'abord online avant de venir en magasin. Il est plus expert que votre vendeur. Donc ça passe par la formation, mais ça passe aussi par leur mettre peut-être effectivement des outils qui sont les mêmes que ceux de votre client. Votre vendeur ira beaucoup plus vite avec un moteur de recherche
lié à votre site ou votre appli que simplement devoir essayer de se rappeler de toutes les références. Là où votre client, lui, a son mobile et de toute façon peut checker hyper rapidement. Donc armez vos vendeurs, surtout donnez-leur les mêmes armes que vos clients. Et pour finir, 3 prévisions entre guillemets pour la suite. Et après, mon pari sur l'avenir, mais je n'ai pas beaucoup de mérite parce que c'est déjà en cours, le produit immédiat, c'est-à-dire c'est le produit qui viendra à moi désormais. Alors on a tous entendu parler de cet effet d'annonce d'Amazon avec ses drones, mais il n'y a pas que ça. Aux États-Unis, il y a Google Delivery Shopping qui vous permet de vous faire livrer directement par Google en fonction des boutiques dans lesquelles vous aimez bien acheter et pas uniquement une boutique en ligne. Je vous parlais tout à l'heure de Uber avec Upper à Bordeaux. Bref, demain, l'idée c'est que je n'aurai même plus besoin forcément d'aller vers le produit, c'est le produit qui viendra directement à moi, toujours pour plus de fluidité dans mon parcours d'achat, plus de rapidité, plus de simplicité. Deuxième tendance, l'hypersonnalisation. L'hyperpersonnalisation. Hyperpersonnalisation déjà parce que la data, on en laisse partout et on va en laisser encore plus à partir de maintenant, et notamment dans cette transition entre le digital et le physique dont je vous parlais tout à l'heure. Quand j'arrive dans une boutique et que je suis reconnu et elle sait tout ce que je fais, toujours en opt-in, évidemment, c'est mon choix de consommateur de lui laisser accès à cette data parce que je sais que je vais en retirer quelque chose d'extrêmement positif et serviable après. L'hypersonnalisation par la data et aussi évidemment par l'impression 3D qui nous permettra de customiser à mort les produits qu'on veut acheter parce qu'on veut tous être différents. Troisième et dernière tendance, et j'en aurai fini, l'omnicommerce. C'est-à-dire que là, pour le coup, mon pari vraiment pour l'avenir, c'est que le commerce sera partout. Partout, pas uniquement online, pas uniquement dans des boutiques. Les boutiques, pour certaines, vont se réduire en termes de surface parce que le prix du foncier explose, que c'est très difficile pour des commerçants de tenir la rampe comme ça. Et donc, on peut se contenter aujourd'hui d'avoir simplement une vitrine, quasiment un abribus. Là, c'est une ancienne campagne d'IKEA. Je vous la mets là parce qu'elle était sympa. Mais il y a eu d'autres expériences de marques qui mettaient leurs produits dans, vous savez, ce panneau d'affichage de l'abribus et que vous pouviez scanner, soit avec un QR code, soit en réalité augmentée. Avec votre mobile, vous pouviez avoir plus d'informations, l'acheter directement sur le site e-commerce. Bref, le mobilier urbain, des petites vitrines, tout va potentiellement devenir une façade, une vitrine, une boutique. Et puis tout, mais aussi tout le monde, puisque évidemment vous connaissez la tendance de l'économie collaborative où tout le monde est acheteur, mais tout le monde devient également vendeur. Et donc tout ça, ça va considérablement rebattre les cartes du commerce traditionnel tel qu'on le connaît, tel qu'on l'a toujours connu, mais qui a changé et peut-être un peu plus vite qu'on ne l'a vu changer, parce que finalement c'est le consommateur qui détient les clés. Voilà, j'en ai terminé sur le commerce de demain, les mythes d'hier et les réalités d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Cyril Chaudoy. Il nous reste 5 minutes pour des questions et des échanges avec Cyril. Est-ce que vous souhaitez prendre une première question, s'il vous plaît? Un complément, un éclairage, madame? Alors, est-ce que... Tenez, je vais vous passer le micro comme ça. Bonjour. Est-ce que la tendance est exactement la même dans le commerce B2B? Parce que c'est vrai que là, on parle beaucoup de schéma B2C, mais est-ce que c'est aussi rapide et aussi flagrant? C'est moins flagrant parce qu'évidemment, sur le B2B, c'est toujours la question un peu tarte à la crème. Hein. Déjà à l'époque du social media, la question c'était « Et nous, est-ce qu'en B2B, les médias sociaux, c'est fait pour nous aussi ?» etc. Globalement, oui, la réalité est valable aussi pour le commerce en B2B. Elle est aujourd'hui moins visible, moins flagrante. Et je pense que l'expérience utilisateur, l'expérience client, que l'on soit acheteur particulier ou acheteur professionnel, même si les enjeux ne sont pas les mêmes, la nature de la relation n'est pas tout à fait la même non plus. On reste des êtres humains qui ont envie d'une certaine qualité de la relation, et là on parle vraiment de relation client, et qui dit une bonne relation client en B2B comme en B2C, dit une bonne satisfaction client, et qui dit une bonne satisfaction client dit de la vente et surtout de la revente. Donc oui, c'est valable pour le B2B, et aujourd'hui, dans le B2B, c'est plutôt l'aspect, je dirais, back-office que l'on voit émerger, toute la partie supply chain qui est extrêmement impactée par l'Internet des choses, le fait de pouvoir pucer tous ces produits avec des tags RFID, par exemple, de savoir exactement où ils sont en termes d'acheminement, pouvoir gérer les stocks de façon extrêmement précise et en temps réel. Voilà. Mais donc, toutes ces technologies-là changent le commerce, qu'il soit en front office dans sa relation avec le client ou dans sa façon d'organiser son commerce. Oui. Merci. Une autre question.
Est-ce que je peux demander, s'il vous plaît, à quelqu'un du Web Today, un bénévole, de venir passer le micro, parce que sinon je vais me casser la binette. Non, je peux pas. Bonjour. En B2C, à l'autre bout de la chaîne, je pense aux tout petits commerces de proximité, y compris le commerce en milieu rural, où les personnes qui font vivre ces commerces sont vraiment des spécialistes de la relation client au sens humain du terme. Mais alors, comment on envisage de faire évoluer ces métiers-là qui sont totalement déconnectés ? Eux, c'est le vrai commerce. C'est le vrai commerce de proximité dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un commerçant qui a quelques dizaines, voire quelques centaines de clients, les connaît quasiment tous. Regardez, en Inde, il y a un truc qui s'appelle les kiranias, qui sont une espèce de petites échoppes vraiment ridiculement petites, mais où il y a absolument de tout. Et ils ont le produit pour le client. Ils ont un exemplaire de ce produit juste pour ce client-là, parce qu'ils connaissent très très bien ce client et il a ses habitudes d'achat. Là, la relation, elle est naturelle. On est dans les racines profondes de ce qu'est le commerce. Est-ce qu'ils ont véritablement besoin de connecter leur commerce? C'est pas dit. Je ne suis pas, comment dire, un extrémiste de la connexion. Au contraire, j'espère vous avoir fait comprendre que je suis plutôt centré sur l'humain. En revanche, s'il y a un intérêt pour eux, ils résident dans un usage de leurs clients, de leurs consommateurs, qui reste à trouver. Je vous parlais tout à l'heure de la boulangerie avec la carte de feed. Ça peut être ça. Il y a déjà pas mal d'années, il y avait un boulanger un petit peu malin qui avait connecté son four à pain, qui générait automatiquement un tweet au moment où il sortait la fournée. Et donc ça envoyait un tweet à ses followers qui disait la fournée est prête. Sous-entendu, si vous voulez du pain chaud, c'est le moment de venir, quoi. C'est déjà extrêmement malin et on est dans le commerce de proximité. Merci. Une question encore. Bonjour. Oui, bonjour Olivier. Juste un complément. Amazon vient de sortir un site B2B par rapport à la première question. J'avais une question par rapport à l'expérience client. Tu parlais de Times Square. Et quel est ton regard entre les commerçants français versus les commerçants américains qui sont quand même toujours un peu plus souriants, un peu plus chaleureux, un peu plus sympas et qui sont assez centrés sur l'utilisateur final? Ben voilà, tu viens de le résumer. C'est sûr que quand on rentre dans une boutique à New York, ça n'a pas tout à fait la même saveur que quand on rentre dans une boutique à Paris. Et je dirais que même déjà quand on rentre dans une boutique à Nantes, c'est pas tout à fait la même expérience que quand on rentre dans une boutique à Paris. Donc le b.a.-ba, en matière d'expérience client, avant même de penser connexion, c'est l'accueil, c'est le sourire, c'est le mot sympa, c'est le fait de pouvoir mettre les gens à l'aise sans être pushy dans l'acte de vente. Vous rentrez à New York, le gars vous voit arriver, vous dit « Hey man, how are you doing? Ah tiens, elles sont sympas tes pompes, tout. Bon bah, tu les as achetées où? Ah c'est cool. Bon bah, je suis là-bas si tu as besoin de moi. » Et puis il se barre, quoi. Voilà. Donc nous, au meilleur des cas, il y a un vendeur qui vient nous voir, mais il essaie à tout prix de nous vendre un truc. Au pire des cas, et la plupart du temps, on ne trouve pas de vendeur. Voilà. Bon, en revanche, sur l'expérience client liée aux nouvelles technologies, parce que ça peut être une question aussi que vous vous posez, il n'y a pas que des exemples anglo-saxons, même si évidemment ils ont un tout petit peu d'avance, je dirais, sur l'appropriation de ces technologies et sur les usages. Ils n'ont pas une avance sur nous, sur la production de ces technologies. On a une chance extraordinaire en France, c'est qu'on a vraiment des fleurons industriels de l'IoT, entre autres, et vous allez en entendre encore parler pendant ces 3 jours. Néanmoins, sur les usages, ils sont un petit peu en avance. Par contre, il y a plein d'enseignes françaises qui s'y mettent, qui commencent à mettre du beacon. On est dans une première phase, je dirais, de test and learn. On commence la courbe d'expérience, mais c'est extrêmement prometteur. Merci beaucoup Cyril. Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour la suite du festival? Dans les allées? Là, tout à l'heure, moi, je vais assister à des conférences dans les allées. Je suis là quasiment les 3 jours. Mon compte Twitter, c'est @cchaudoit, CHAUDOIT. Donc envoyez-moi un tweet et puis on se retrouve pour boire un verre, pour discuter. Enfin voilà, je suis disponible. Merci beaucoup. Merci. On peut l'applaudir, ouais.